Bien, alors notre premier point va concerner la définition de la consolidation, la réglementation et quelques considérations générales. Ce que nous pouvons dire tout d'abord, c'est passer à une situation de base pour bien comprendre la consolidation. Il existe un certain nombre de sociétés, au départ, qui sont liées entre elles par des participations. C'est obligatoire dans la consolidation. Et nous verrons qu'il y a même un minimum de détention dans le capital social, ou dans le contrôle plutôt, pour pouvoir participer à une consolidation. Donc déjà, des liens juridiques entre les sociétés. L'ensemble constitue ce qu'on appelle un groupe. Et cette notion de groupe, vous le savez, s'est fortement développée dans le monde économique. C'est vrai que quand on est sous forme d'un groupe homogène, travaillant dans les mêmes objectifs, etc., on est plus fort que lorsqu'on est une simple société isolée. Ces groupes sont parfois gérés, mais ce n'est pas obligatoire, par les mêmes personnes, les mêmes dirigeants, des dirigeants communs, avec bien souvent une gestion commune de la trésorerie, ce qui donne une force, une capacité financière supérieure. Donc, ce groupe qui est lié, on peut dire en fait que la valeur financière d'une société dépend en fait de la valeur, et bien souvent c'est le cas, d'autres sociétés qui lui sont liées. D'accord ? Donc, ce n'est pas une société isolée qui va nous donner une valeur donnée ou une puissance financière donnée. Tout est lié, l'une dépend de l'autre, etc. Pour une bonne gestion, pour une bonne connaissance des besoins financiers, pour un éventuel investisseur intéressé par une prise de participation, pour un banquier qui doit assurer un financement parfois très important au niveau du groupe, vous comprendrez qu'il est préférable, bien souvent, de disposer d'un seul bilan représentatif de toutes les sociétés, cumulé, mais cumulé et surtout retraité. Nous verrons cela plus tard. Plutôt que de disposer, si c'est un groupe par exemple de 17 sociétés, de disposer de 17 bilans, 17 comptes annuels à consulter, avec des liens entre elles qui cachent pas mal d'informations en fait. Donc c'est bien plus facile. D'où l'intérêt de la consolidation, déjà pour le banquier, qui a besoin de voir clair dans les groupes. Également, intérêt pour les dirigeants, parce qu'un bilan unique va leur permettre de mieux gérer le groupe, sa situation financière, son patrimoine, ses prestations, etc. Donc, les comptes consolidés présentent un intérêt grandissant et de plus en plus important dans le monde économique. Eh bien, maintenant qu'on a parlé de cette situation de base, on va définir ce qu'est la consolidation. Eh bien, la consolidation, c'est une technique. Avant tout, c'est une technique permettant l'établissement de comptes uniques, représentatifs de quoi ? Représentatifs de l'activité globale du groupe et de la situation d'un ensemble de sociétés qui sont apparentées, liées, on disait, par des participations, mais ayant des liaisons d'intérêts communs. Quand on a une participation importante dans une société, on a des intérêts communs, bien entendu. Mais chacune de ces sociétés conserve et garde une personnalité juridique propre. Donc on voit dans cette définition qu'il va s'agir d'une technique, on va dire comptable, qui va permettre de transformer, entre guillemets, un ensemble de bilans, bien sûr après avoir choisi les sociétés qui peuvent participer à ce travail, à cette consolidation, eh bien on va transformer un ensemble de bilans en un seul bilan. Mais rien à voir avec une addition de tous les bilans, comme nous allons le voir progressivement. Alors, ceci est important, et la question que l'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'il y a une obligation légale pour certaines sociétés de pratiquer cette consolidation qui n'est pas prévue au plan comptable général, qui n'est pas prévue, qui ne permet pas, qui
qui n'aboutit pas à payer de l'impôt société, à quoi ça sert, etc., eh bien, nous avons une obligation légale. Et les quelques textes principaux que je vais vous citer, il y en a très peu, hein, 2, 3 très importants. Les modalités, etc., et les obligations ont été progressivement réunies dans le Code de commerce. Donc, à présent, on ne parle pas de la loi d'origine qui est du 5 janvier 1985. Tout ça a été incorporé dans le Code de commerce, qui dit les sociétés commerciales, dont déjà, je vous fais remarquer, ça concerne les sociétés commerciales, Code de commerce, sociétés commerciales. Il est certain que la consolidation est également obligatoire dans d'autres secteurs, hors commercial, on va dire secteur bancaire ou d'autres secteurs, hein, secteur agricole, etc., dont il y a d'autres textes qui régissent cette obligation-là. Pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'aspect commercial. Donc c'est le Code de commerce qui dit « Les sociétés commerciales qui établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, selon la forme de société, bien sûr, ou du gérant, des comptes consolidés et un rapport de gestion dont ces sociétés commerciales vont être obligées d'établir et de publier ces comptes consolidés, on va dire, dans quel cas ? Dès qu'elles exercent un contrôle sur une ou plusieurs autres sociétés, et ce contrôle peut revêtir 3 niveaux. Un contrôle exclusif, qu'on appelle parfois un contrôle majoritaire, d'accord, ou un contrôle conjoint, nous définirons ces formes de contrôle dans un moment, ou si elles exercent une influence notable sur ces sociétés. Donc a priori, la loi est très dure. Pourquoi ? Parce qu'il semble qu'à sa lecture, il suffit d'avoir ou d'exercer un contrôle significatif sur une société pour être obligé d'établir et de publier des comptes consolidés. Il est évident que c'est un principe de base et il y a un décret qui a été, pris après la loi de 85, bien sûr, hein, je vais le mentionner d'ailleurs, qui a dit, attention, il faut atteindre certains seuils, il faut que le groupe atteigne certains seuils pour être obligé de consolider. Sinon, on aurait des consolidations dans tous les coins, car quelle société ne détient pas une participation dans une filiale de commercialisation il y en aurait des milliers, des milliers et des milliers, bien sûr, même dans notre région. Donc non, il va falloir respecter certains seuils que nous verrons. Mais le principe de base est dicté par cette obligation qui figure donc sur le Code de commerce. Pour les autres textes importants, il y en a peu dont je vais vous les citer. Le premier texte fondamental, c'est la loi du 3 janvier 1985, j'ai dit 5 janvier je crois tout à l'heure, 3 janvier 1985, qui est la première à parler de consolidation et comment allait-on faire pour pratiquer une consolidation, etc. Mais c'est une loi, et une loi parle souvent de généralité. Et souvent, quand une loi est promulguée, l'année d'après, il y a le décret d'application qui donne un peu plus de détails. Donc, bien entendu, le 17 février 1986, un an après, est sorti le décret d'application. Il y a eu à l'époque aussi, c'est un travail entre des professionnels et certains organismes officiels, d'autres organismes officiels, chambres de commerce notamment, un document méthodologique qui avait été approuvé et qui était très bien, je l'ai eu en main. Pourquoi ? Parce que c'est le premier document qui nous donnait des types d'écriture, des retraitements détaillés, etc. Donc très pratique. Bon, ce qu'il y a d'important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, il existe la 7e directive européenne qui traite de la consolidation. La France a signé cette directive européenne et s'est engagée à l'appliquer. Donc, si vous voulez, elle est fondamentale en consolidation. Et puis la consolidation, c'est un domaine comme les fusions, les évaluations d'entreprise, qui ne changent pas souvent. Et le dernier changement significatif, c'est un arrêté du 22 juin 1999, applicable à partir de l'année 2000, qui est venu, et pour lequel je vous donnerai quelques indications, l'essentiel à connaître, et qui est venu apporter quelques précisions, quelques modifications sur des textes, vous l'avez vu, qui sont anciens, puisque 85, 86, etc. Bien, ce qui est important, c'est que nous connaissons à présent l'obligation. Toute société commerciale qui détient de manière exclusive, etc., une société, doit établir et publier des comptes consolidés.
Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est un principe de base et un décret est venu limiter, bien sûr, ce nombre de sociétés en disant non, il faudra quand même respecter certaines conditions. Ce qui est intéressant, c'est de connaître les exemptions à la consolidation, c'est-à-dire les cas dans lesquels on n'est pas obligé de pratiquer la consolidation alors que le texte de base semble indiquer qu'on est obligé de le faire. Alors, premièrement, dans ces exemptions, on va dire qu'il n'y a pas, pour une société qui contrôle d'autres sociétés, il n'y a pas obligation de consolider, d'établir des comptes consolidés, si elle-même est comprise dans une consolidation. Donc, si elle-même est détenue, si vous voulez, au-dessus d'elle, il y a une autre société qui la détient, et cette autre société qui est au-dessus établit elle-même des comptes consolidés. Donc, on ne va pas obliger à chaque société qui est détenue, et en cascade, on ne va pas obliger chaque société à consolider. Donc, on va retenir, premier cas d'exemption, on n'est pas obligé de consolider, si on est soi-même compris dans une consolidation de niveau supérieur. Mais il faut que certaines conditions soient remplies. Il faut que la consolidation, qui est quelque chose de mondial, qui est établie, dans laquelle la société en cause est comprise, doit respecter un certain nombre de conditions. Par exemple, ces comptes consolidés doivent être établis conformément à la directive européenne. Sinon, si ce n'est pas les mêmes lois qui s'appliquent, c'est sûr qu'on ne va pas exempter. Donc, respect de la directive européenne. Ensuite, les comptes consolidés doivent être certifiés par des professionnels indépendants. Donc, ce qui est une obligation pour la réglementation française. Ensuite, il faut que ces comptes consolidés supérieurs, entre guillemets, soient mis à la disposition de la société, parce que si on est compris dans une consolidation, mais qu'on n'a accès à aucun document, il est évident que c'est comme si on n'avait pas de consolidation. Donc il faut que ces comptes consolidés soient disponibles, et donc disponibles au niveau de la société qui est de ce fait exemptée elle-même d'établir des comptes consolidés. Et encore, il faut une condition, il ne faut pas que un ou plusieurs associés représentant au moins 1/10 du capital social ne s'y opposent. Bon, là, vous savez, souvent, les associés qui disposent d'1/10 du capital social ne sont pas d'une importance telle qu'ils peuvent exiger la consolidation, malgré la possibilité d'en être exemptés. Mais ils interviennent, enfin c'est ce que j'ai constaté dans ma carrière, très peu souvent pour demander qu'on ne soit pas exempté. C'est la première solution ou possibilité de ne pas être obligé d'établir et de publier des comptes consolidés. Donc, si on est soi-même compris dans une consolidation qui respecte les règles auxquelles la France est soumise. D'accord ? Bien. Le deuxième point, deuxième exemption possible, quand le groupe est de dimension modeste. Vous savez, la consolidation, c'est du travail supplémentaire, c'est lourd, ça coûte, et il faut que ça vaille la peine. Donc on dit, mais dans le fond, si le groupe est un groupe de petite taille, pourquoi l'obliger à consolider et à faire tout ce travail ? On va l'exempter quand le groupe sera de petite taille. Alors le problème a été de dire, quand ce texte est sorti, mais qu'est-ce qu'un groupe de petite taille ? Ou de dimension modeste. Et c'est un décret qui a fini par donner ces fameux groupes, ces fameux seuils. Alors, le texte légal est un petit peu difficile à comprendre, je vais vous le dire, mais je vais vous l'exprimer d'une autre façon qui est beaucoup plus simple. Le texte dit « Il n'y aura pas obligation de consolider si 2 des 3 critères suivants ne sont pas dépassés pendant 2 exercices consécutifs. » Je ne sais pas vous comment vous ressentez cette phrase, mais moi elle me gêne. Il faut que je réfléchisse pour la comprendre. Alors je vais vous dire quelque chose de plus simple. On est obligé de consolider dès l'instant où, pour une fois et une seule fois, on dépasse 2 des 3 critères. Et là, ça me semble beaucoup plus clair. Donc, un seul dépassement, 2 des 3 critères, on est obligé de consolider.
Alors, les deux des trois critères, c'est des critères quand même qui se réfèrent à un groupe et pas à une société. Donc, ça va être 10 fois ce que vous connaissez, par exemple, pour la nomination de commissaire aux comptes à les sociétés anonymes, etc. Donc, on va dire, total du bilan, 15 millions d'euros. Pour l'ensemble des sociétés du groupe, 15 millions d'euros. Chiffre d'affaires, 30 millions d'euros, minimum. Et puis, nombre de salariés, c'était 500 il y a quelques années. Je pense que c'est pour donner l'importance à la consolidation et pour multiplier cette démarche de consolidation de 500 de salariés permanents, le nombre est descendu à 250. D'accord? Donc il suffit 2 des 3 critères, dépasser une seule fois, rappelez-vous, on est obligé de consolider. Et pour parler un petit peu simplement, on en prend pour 6 exercices. Pourquoi? Parce que c'est le mandat d'un commissaire aux comptes et dès qu'il y a consolidation, il y a la nomination d'un deuxième commissaire aux comptes. Et le mandat, vous le connaissez aussi, c'est 6 exercices. Bien. Alors, comment on mesure ces critères? Est-ce qu'il va falloir faire une consolidation avec tous les retraitements, etc. Ou est-ce que c'est plus simple que cela pour arriver à voir si le total du bilan dépasse 15 millions d'euros, le total du chiffre d'affaires 30 millions d'euros? Eh bien non, c'est très simple. On prend tous les bilans des sociétés du groupe et on les additionne sans aucun correctif. D'accord? Donc c'est très simple. On les additionne sans aucun correctif. Si le seuil est dépassé, on consolide à partir de l'année suivante. D'accord? Bien. Alors, autre chose souvent qui m'est posée comme question, c'est les 250 nombre de salariés 250. Eh bien, ces 250 salariés considérés comme permanents. D'accord? Comme permanents. Et on se base sur les déclarations de nombre de salariés que l'on fait dans les déclarations URSSAF, au trimestre ou au mois. D'accord? Voilà. Bien. Alors, voilà les 2 cas principaux d'exemption. Voilà comment on peut s'en sortir. Mais je vous rappelle qu'il y a une autre possibilité, c'est que parfois les banquiers, pour financer ces groupes, exigent des comptes consolidés. Et parfois exigent donc des comptes consolidés dans des groupes qui ne dépassent pas ces seuils. Et bien sûr, pour obtenir ces financements, souvent, les dirigeants acceptent de faire établir des comptes consolidés. Et il faut savoir une chose, c'est que des comptes consolidés établis volontairement doivent respecter toute la législation comme si les comptes consolidés étaient à établir obligatoirement. Il y a une seule différence, c'est qu'il n'est pas nécessaire de nommer un deuxième commissaire aux comptes. D'accord? Voilà, c'est la seule différence. Donc, rappelez-vous, on peut exiger des comptes consolidés à des groupes qui ne dépassent pas les seuils, les 2 critères sur 3. À ce moment-là, la législation s'applique pratiquement exactement de la même façon comme s'il y avait l'obligation d'établissement et de publication. Il y a un autre problème que l'on peut se poser, c'est y a-t-il, comme il s'agit de frais, de temps nécessaire, de travaux complémentaires, supplémentaires, y a-t-il des délais supplémentaires qui sont accordés aux entreprises pour établir ces comptes consolidés? Eh bien, la réponse est non. Ce qui complique un petit peu la chose, bien sûr, puisque les comptes consolidés doivent être tenus à la disposition du commissaire aux comptes au siège social de l'entreprise 1 mois avant la convocation de l'Assemblée générale ordinaire qui se prononce et qui va approuver les comptes annuels. Soit 1 mois avant la convocation, soit 45 jours avant la tenue de l'Assemblée, car vous savez qu'il y a un délai de 15 jours entre la convocation, minimum, entre la convocation de l'Assemblée et la tenue de l'Assemblée. Et pour les sociétés qui sont sous forme de directoire et de conseil de surveillance, il y a une obligation pour les comptes sociaux qui retombe bien sûr en obligation pour les comptes consolidés. Et là, vous savez ce qu'il en est. Pour une société anonyme de ce type particulier, eh bien, les comptes consolidés avec les comptes annuels, doivent être mis à la disposition du conseil de surveillance qui doit les examiner, bien sûr, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice. Donc là aussi, pas de délai complémentaire pour les comptes consolidés. Puisque nous sommes dans les considérations générales, une autre question peut se poser.
c'est la question, mais à quelle date de clôture doit-on établir les comptes consolidés? Vous savez, quand on parlait de groupe tout à l'heure, ça peut être quelques sociétés, il peut y avoir des centaines de filiales concernées. Et toutes les sociétés ne sont pas obligées de clôturer leur exercice à la même date. On est d'accord, à la même date. Et dès l'instant se pose le problème, mais comme il faut regrouper tous ces bilans, etc., et les traiter, quelle est la date de clôture qui va être choisie? Eh bien, il y a tout d'abord un principe à connaître. En temps normal, la consolidation se fait dans la société mère, celle qui chapeaute tout, qu'on appelle la société consolidante. Ça, c'est un principe. En principe, les comptes sont établis à la même date que ceux de l'entreprise consolidante. Mais il y a aussi des particularités. Comme ces comptes-là ont un caractère prépondérant économique et ne servent pas à payer de l'impôt, on peut se satisfaire de bilans qui ne soient pas clôturés à la même date, mais bien entendu sans accepter des écarts considérables. Alors, on ne va pas prendre des dates de clôture postérieures, bien sûr. Pourquoi? Ça retarderait les travaux et on ne pourrait plus respecter les dates d'établissement et de publication des comptes consolidés. Donc, on va permettre, malgré tout, de travailler avec des bilans qui sont clos avant la date de clôture de l'entreprise mère, consolidante, mais pas trop quand même. Et on va dire, si les bilans de certaines sociétés sont clos plus de 3 mois avant celle de la société consolidante, il faudra établir des comptes dits intermédiaires, présentés comme un bilan et certifiés par le contrôleur, par le commissaire aux comptes. Parce qu'au-delà de 3 mois, eh bien, il y a peut-être trop de changements qui sont intervenus, etc. Alors le problème, c'est de dire, oui, mais pour les autres, celles qui ont moins de 3 mois ou plus, est-ce qu'on va prendre les bilans comme ça? Oui et non. Oui, on ne va pas obliger à faire un bilan intermédiaire, mais de notre côté, il va falloir, pour que l'image soit fidèle, la sincérité, etc., il va falloir quand même passer certaines écritures. Certaines que vous comprendrez, parce que c'est logique. Si dans ces 3 mois, il s'est passé des événements très importants, significatifs, eh bien, il faudra les comptabiliser dans la comptabilité de consolidation, sinon on va rater quelque chose d'important au niveau de la sincérité, de l'image fidèle. Puis de notre côté, vous le verrez plus tard, on va, dans les retraitements, puisque toutes les sociétés doivent être considérées comme une seule société, on va éliminer toutes les opérations que font les sociétés entre elles. Puisque si on est une seule société, on ne peut pas se vendre à soi-même des marchandises. C'est un peu débile, entre guillemets. On ne peut pas se distribuer un dividende à soi-même. Donc, si je prends en compte 2 bilans qui sont arrêtés à des dates différentes, il y a des comptes qui ne pourront pas être annulés parce qu'ils ne seront pas réciproques, puisqu'il manquera des opérations de 2 mois, 1 mois ou 3 mois. Donc, il va falloir passer des écritures aussi pour rendre des comptes réciproques afin de pouvoir les éliminer. D'accord? Donc, il est nettement préférable de disposer des sociétés à une date de clôture identique pour tout le groupe. Mais on ne peut pas obliger non plus une société à changer sa date de clôture de l'exercice, dont on aura ces problèmes à gérer.